Dans cette deuxième partie, nous allons voir ensemble quelles sont les principales formes structurales qui composent le relief. On appelle forme structurale un relief où la structure géologique s'exprime par des géométries semblables quel que soit l'environnement. On peut les classer en deux catégories. D'une part, les formes structurales dites primitives, qui doivent leur existence et leur aspect au processus de mise en place de la structure, et d'autre part, les formes structurales dérivées qui, elles, sont façonnées par l'érosion différentielle d'une structure géologique préexistante. Nous allons commencer par passer en revue les principales formes structurales primitives. Tout d'abord, les cratères d'impact ou astroblèmes. Ce sont les traces d'impact de météorites ou d'astéroïdes. Sur Terre, ils disparaissent rapidement à cause de l'érosion. En revanche, sur les autres planètes telluriques, où les processus d'érosion sont quasi inactifs, ils sont préservés jusqu'à ce qu'ils soient recouverts par des impacts plus récents. On distingue en premier lieu les cratères simples, qui ont une forme en bol relativement creuse et atteignent jusqu'à 20 km de diamètre. En voici deux exemples, le météore cratère en Arizona, avec 1,2 km de diamètre, et le cratère des Pingaluites, au Québec, avec 3,4 km de diamètre, qui lui est occupé par un lac. À partir de 20 km de diamètre, la profondeur des cratères s'accroît peu en fonction du diamètre. En revanche, ils présentent un pic central, voire un anneau à partir de 100 km de diamètre, formé par le rebond du sous-sol géologique. C'est ce que l'on appelle les cratères complexes. En voici deux exemples sur la Lune, Copernic et Tycho, qui atteignent respectivement 93 et 86 km de diamètre. Vous pouvez sur cette photo apercevoir le pic central de Tycho. On observe en outre des rayons d'éjecta autour des cratères, formés par la projection des débris de roches lors de la collision. La seconde catégorie de formes structurales primitives à laquelle nous allons nous intéresser sont les édifices volcaniques. On appelle volcanisme l'ensemble des processus associés à l'émission de magma, c'est-à-dire de roches en fusion, à la surface de la Terre. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, la majeure partie du volcanisme sur Terre est située au niveau des limites des plaques lithosphériques, là où les transferts de chaleur sont les plus importants. Mais on trouve également des volcans hors des limites de plaques, lorsque le matériel magmatique provient de la fusion de roches situées sous la lithosphère. C'est ce que l'on appelle le volcanisme de point chaud. L'émission de magma vers la surface entraîne la production de matériaux volcaniques, des laves, qui sont des magmas ayant atteint la surface de la Terre, mais aussi des sédiments pyroclastiques, qui sont composés de fragments de lave refroidis ou de roches encaissantes pulvérisées lors de l'éruption. L'accumulation de ces matériaux, au cours d'une ou de plusieurs éruptions, aboutit à la formation d'un relief appelé édifice volcanique. Le premier type d'édifice que nous allons voir, c'est le volcan bouclier. C'est un volcan effusif, c'est-à-dire qu'il émet des laves relativement fluides. L'accumulation de coulées de lave fluide produit un relief de forme conique, avec des pentes douces, généralement inférieures à 10 degrés. Lors de l'éruption, le cratère est occupé par un lac de lave. C'est un édifice associé au volcanisme de point chaud intraplaque. L'un des plus actifs au monde, et qui se situe sur le territoire français, c'est le Piton de la Fournaise, en Réunion. Voici une photo prise en février dernier, qui vous montre des coulées de lave sur les flancs du Piton de la Fournaise. Voici un autre exemple de volcan bouclier, sur Mars cette fois-ci, Olympus Mons. Vous voyez sur cette photo oblique que c'est bien un volcan bouclier avec des pentes relativement faibles. C'est par ailleurs le plus haut relief connu du système solaire, avec 21 km de dénivelé. Si la lave émise en surface est trop visqueuse, elle refroidit avant d'avoir le temps de s'étaler sur les flancs du volcan. Dans ce cas, elle va former un édifice avec un sommet arrondi sans cratère, qu'on appelle un dôme. On en trouve plusieurs dans le Massif central. Ici vous voyez par exemple le puy Marie, qui est le plus haut sommet du Cantal. Le puy de Dôme en est un autre exemple. Vous pouvez voir sur cette coupe que le sommet est formé de l'accumulation de deux dômes successifs de lave visqueuse. Les cônes de scories sont, eux, formés par l'accumulation de fragments de lave projetés lors de l'éruption, qu'on appelle scories ou lapilli. L'un des plus beaux exemples en France est le puy de l'Antégie, toujours dans la chaîne des puys. C'est un cône de scories éventré par une carrière afin d'exploiter la pouzzolane, qui est le nom donné aux matériaux formés par les dépôts de scories basaltiques. C'est un sédiment très utilisé en jardinerie, car les scories ont une forte porosité, due au dégazage du magma à son arrivée en surface, qui facilite le drainage de l'eau. Vous en avez sûrement déjà vu dans des parcs ou dans des bacs à fleurs, elle entre également dans la composition de certains ciments. Cette vue en coupe vous donne un aperçu de la structure d'un cône, formé par l'empilement de strates de scories.
Les stratovolcans sont des édifices composites formés par l'accumulation de coulées de lave et de couches de scories au cours d'éruptions successives. Ils présentent la forme d'un cône avec des pentes fortes de 10 à 30 degrés. Voici un exemple situé en Indonésie, sur l'île de Java, le Merapi. On trouve sur ces pentes des blocs pyroclastiques projetés lors de l'éruption. Les touristes à côté vous donnent une idée de la taille de ce bloc et de la puissance de l'éruption. Dans cette gorge, sur le flanc du volcan, vous pouvez voir qu'il est formé par l'accumulation de strates de sédiments pyroclastiques. Voici d'autres exemples à travers le monde, l'Arjuna, toujours à Java, les petits cônes de Paliaique et Morada del Diablo, en Patagonie, ou encore la Soufrière en Guadeloupe, pour rester sur le territoire français. Bien sûr, quand vous lisez de la fantasy ou que vous regardez des films, cela ne vous interdit pas de faire de la géographie, bien au contraire. Donc voici un exemple de volcan fictif, que vous connaissez certainement, la montagne du destin, dans l'œuvre de Tolkien. Il présente une morphologie typique de stratovolcan, avec sa forme de cône et sa forte pente d'environ 30 degrés. À présent, nous allons voir deux formes structurales qui résultent de la destruction d'un édifice volcanique lors d'une éruption. Tout d'abord, les mahars, ce sont des cratères explosifs remplis par un lac. On reconnaît l'origine volcanique de ces lacs à leur forme circulaire et parce qu'ils sont délimités par un anneau formé de sédiments pyroclastiques. Voici deux exemples dans le Massif central, le lac d'Issarles en Ardèche et le lac du Boucher en Haute-Loire. Calderas sont des formes de plus grande amplitude, elles résultent de l'effondrement de la chambre magmatique au cours de l'éruption. En effet, lors de l'éruption, l'émission de gaz et de produits volcaniques vers la surface abaisse la pression de la chambre magmatique, ce qui peut entraîner l'effondrement du volcan. La plus grande caldeira connue sur Terre est celle du Toba, sur l'île de Sumatra en Indonésie, qui atteint 100 km de long et est remplie par un lac. Elle s'est formée il y a environ 75 000 ans. Voici un autre exemple de caldeira remplie par un lac, la caldeira de Samalas, sur l'île de Lombok, toujours en Indonésie, de plus petite dimension. Si la caldeira est formée lors de l'éruption d'un volcan marin, elle est envahie par la mer et les flancs émergés du volcan effondré forment un archipel circulaire. C'est le cas de l'archipel du Krakatau, en Indonésie, formé lors de l'éruption de 1883, ou encore, plus près de chez nous, de l'archipel de Santorin, en Grèce. On retrouve sur cette vue aérienne la caldeira de Samalas. Vous pouvez distinguer sur cette photo le lac de Caldeira et le nouveau stratovolcan formé à proximité. Les formes structurales primitives peuvent également être générées par la déformation de couches géologiques préexistantes. La déformation cassante produit des failles. Ce sont des plans de rupture dans la roche accompagnés d'un décalage entre les deux compartiments. On distingue trois grands types de failles. D'abord, les failles normales, générées par des déplacements divergents, c'est-à-dire impliquant un raccourcissement vertical et un allongement horizontal. Ensuite, les failles inverses, générées par des déplacements convergents, c'est-à-dire impliquant un raccourcissement horizontal et un allongement vertical. Et enfin, les décrochements, générés par un coulissage dextre ou sénestre. Les failles inverses mettent le bloc supérieur en porte-à-faux, donc elles génèrent relativement peu de formes structurales primitives, car le bloc supérieur s'écroule pendant le jeu de la faille. Les décrochements n'occasionnent pas de rejet vertical, donc les principales failles génératrices de formes structurales primitives sont les failles normales. On appelle fossé d'effondrement ou rift une dépression délimitée par des failles normales. Lorsque le rift est actif, il est délimité par des escarpements correspondant aux plans de failles normales qui sont rajeunis par le jeu des failles. L'exemple le plus connu de rift actif est le grand rift est-africain dont vous avez ici une vue en coupe. Les failles normales délimitent des compartiments effondrés, les graben, de compartiments qui paraissent soulevés relativement à ces graben, les horsts. Voici des exemples situés dans le grand rift est-africain où vous apercevez des graben et des horsts séparés par des escarpements de failles normales. Lorsque les failles normales cessent leur activité, l'escarpement recule et s'adoucit sous l'action de l'érosion. On parle alors d'escarpement de failles aménagées. Par exemple, la Côte d'Or que vous voyez ici en coupe, qui sépare le fossé Bressan du bassin de Paris. Voici une photo prise depuis le toit de l'université de Dijon, lorsque je faisais mes études là-bas, qui vous permet de voir les reliefs créés par le jeu des failles normales. Vous distinguez le horst à l'arrière-plan, formé par le bassin de Paris, une vaste dépression formée par le graben, où s'étale la ville de Dijon au premier plan,
Et entre les deux, l'escarpement de faille normal aménagé, c'est la Côte d'Or et ses coteaux viticoles. Voici un autre exemple de dépression attribué à un fossé d'effondrement situé sur Mars, c'est Valles Marineris, un fossé d'effondrement géant qui atteint 600 km de large. Comme vous pouvez le voir sur cette vue oblique, les anciens escarpements de faille présentent une surface ravinée car ils ont été aménagés par l'érosion.